et bienvenue à notre événement de lancement plein pot sur les emballages. Grand merci à l'Académie du Climat qui nous accueille une nouvelle fois. Au-delà d'être un magnifique bâtiment, l'Académie du Climat, c'est aussi un lieu de rencontre, d'échange, puisque c'est un projet qui accueille beaucoup d'autres projets qui soutiennent, qui visent à informer et à sensibiliser sur les enjeux environnementaux et climatiques. Donc on est ravis d'être là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va vous parler du projet qu'on a développé en collaboration avec l'ADEME pour en savoir plus sur ce qui se cache derrière nos emballages. Donc j'accueille aujourd'hui Monsieur Boris Ravignon, président de l'ADEME, qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Donc merci beaucoup, puis je vous laisse ouvrir le bal. Merci Maman, et je remercie moi aussi effectivement l'Académie du Climat qui nous accueille. Je suis vraiment très heureux d'être là, au moins un double titre. D'abord parce que c'est l'une de mes premières sorties publiques comme président, nouveau président de l'ADEME, et ça me réjouit beaucoup d'avoir rejoint cette magnifique équipe que constitue l'ADEME au service d'une mission, d'une cause qui, je crois, doit tous absolument nous mobiliser aujourd'hui, qui est celle de la transition écologique. Et il y a, je crois, c'est vraiment pas le fait du hasard, parce que je sais que l'ADEME soutient un très grand nombre d'actions qui vont vraiment dans ce sens, mais il y a, je crois, dans ce que nous allons découvrir ce matin, vraiment tous les ingrédients de ce qui peut faire la réussite de la transition écologique. D'abord, je crois, une démarche vraiment profondément innovante, donc on est très heureux de travailler avec Open Food Facts, qui, alors on n'est pas une start-up parce que ça fait déjà un vrai moment, un vrai long moment, vous existez 10 ans si j'ai bien compris. Et puis vous êtes en plus une association, mais c'est surtout sur le caractère, il y a une vraie antériorité, et surtout d'ores et déjà un actif assez considérable d'accompagnement, d'aide à porter à tous les consommateurs pour finalement reprendre le pouvoir sur l'acte de consommation. Et donc, je veux vraiment me réjouir qu'on puisse travailler avec une association comme Open Food Facts qui innove depuis 10 ans au service de l'information du consommateur et notamment de l'information environnementale. Donc, merci de poursuivre cette belle aventure et aujourd'hui avec notre soutien. Et puis, l'idée ici de collecter des données qui vont être collectées d'abord de manière tout à fait participative, et ça, l'implication de l'ensemble des consommateurs, c'est vraiment un sujet absolument essentiel. C'est de rendre le pouvoir, redonner du pouvoir, ou faire prendre en conscience chaque consommateur de son acte d'achat. Il a un pouvoir de choisir, et notamment de choisir les produits les plus vertueux sur le plan environnemental. C'est un acte fondateur, essentiel. Donc, collecter grâce à cette implication, grâce à ces consommateurs qui discutaient avec Baptiste Saint-Faber, qui est le directeur général délégué de l'ADEME à l'instant. Les consommateurs nous mettent parfois la pression en disant mais qu'est-ce que vous faites pour éliminer les produits les plus nocifs, les plus dangereux. Bon, ben, on peut aussi de temps en temps leur retourner finalement la proposition, dire mais, et vous, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous pouvez faire. Bien, par exemple, s'investir dans cette démarche, scanner les emballages et permettre de constituer une base de données qui va être utile au pouvoir public, qui va être utile à l'ensemble des chercheurs sur le sujet, et va permettre de concevoir des meilleures politiques publiques encore sur ce sujet essentiel qui est celui de la réduction des emballages et de politique effectivement de réduction, de réemploi, de recyclage. Tout ce que les politiques qu'on cherche aujourd'hui, nous, à impulser et à apporter dans ce domaine. Donc je me réjouis vraiment de cette démarche. Je crois aussi que dans la participation, il est important, et je salue la présence de distributeurs et d'industriels aujourd'hui, parce que cette initiative, même si effectivement elle vise à redonner pouvoir aux consommateurs aussi, eh bien, elle n'est naturellement pas visée, ou elle ne vise absolument personne. Et on va avoir besoin de tout le monde, au contraire, pour réussir. Et donc, merci aux industriels qui se sont concernés aujourd'hui, dès aujourd'hui, par la démarche, qui vont la suivre avec intérêt. Et puis, je crois que les autres, l'idée c'est que les autres, ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, eh bien, à l'avenir, se sentent également concernés par le sujet et travaillent à
encore améliorer l'éco-conception de leurs produits, s'intéresse au devenir justement des emballages qui mettent sur le marché. C'est vraiment toute cette chaîne que l'on cherche aujourd'hui à mettre effectivement sous tension parce que l'enjeu le justifie et donc je suis heureux, président de l'ADEME, de voir une belle initiative comme celle-là se lancer et je crois qu'il va falloir qu'on soit tous mobilisés pour qu'elle connaisse la plus grande publicité et qu'on ait le plus rapidement possible le plus de consommateurs qui entrent dans cette démarche. Voilà. Merci beaucoup, bravo à vous et puis bon vent à l'opération plein pot sur les emballages. Merci beaucoup pour votre soutien précieux et votre message. À présent, je vais accueillir Madame Diane Simé, qui est donc directrice adjointe au commissaire général au développement durable, ministère de la transition écologique et solidaire. Donc, merci d'être venu. Bienvenue. Je vous laisse continuer. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie de pouvoir être avec vous ce matin pour exprimer tout le soutien du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires à cette opération plein pot sur les emballages. Alors vous le savez, notre consommation courante d'emballage, c'est 100 milliards d'emballages, 5 millions de tonnes, ça représente 500 tours Eiffel. C'est une préoccupation très importante des Français, c'est la troisième préoccupation environnementale derrière le climat et la biodiversité. Et c'est aussi, en toute logique, une préoccupation très importante du gouvernement qui a fortement accéléré dans le dernier mandat les politiques publiques sur ce sujet. Alors il y a eu évidemment la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire. On a cet objectif de sortie des emballages plastiques à usage unique d'ici 2040. On a aussi des objectifs en matière de réemploi. On va lancer cette année des gammes d'emballages réemployables dotés de 50 millions d'euros pour les déployer. On a tout un arsenal de mesures pour améliorer le recyclage des emballages, que tous les emballages soient recyclables et qu'ils soient effectivement recyclés. C'est l'objectif de la nouvelle signalétique Triinfo, c'est l'objectif de la généralisation du bac jaune qui accueille maintenant, depuis le début de l'année, partout en France, tous les emballages plastiques. C'est l'objectif de toutes les innovations qui sont financées, le déploiement qui est financé pour les nouvelles technologies de recyclage des plastiques. C'est aussi le déploiement du tri sur l'espace public partout d'ici 2025. Donc il y a cette forte accélération et j'oubliais encore les bonus-malus pour faire en sorte qu'on ait des bonus sur les emballages qui soient bien recyclables et bien recyclés et puis des forts malus sur les autres. Mais en fait, toutes ces politiques publiques, elles sont d'autant plus efficaces qu'on a une forte pression des consommateurs sur les industriels pour dire que c'est plus possible aujourd'hui qu'on ait des préoccupations marketing dans les emballages qui priment sur des considérations environnementales. Moi, je suis très impressionnée parce que Open Food Facts a réussi à faire pour changer les pratiques de l'industrie agroalimentaire en matière nutritionnelle. Et je suis vraiment très heureuse de cette collaboration vraiment innovante entre les pouvoirs publics et une organisation comme Open Food Facts, qu'on arrive à faire la même chose sur l'impact environnemental. Et ça, on voit bien aujourd'hui, il y a encore de l'aluminium qui est mélangé au plastique pour faire des bouteilles plus brillantes. Ensuite, ça pollue la filière de recyclage de plastique. Il y a encore des barquettes qui sont colorées en noir. Du coup, les lecteurs de tri optique ne les reconnaissent pas et elles ne peuvent pas être correctement recyclées. Ça, c'est plus possible. Et il faut vraiment que les consommateurs expriment ça. Et cette opération, elle va vraiment permettre d'être une opération de transparence, de vérité sur l'impact environnemental des emballages. Et c'est vraiment essentiel à notre grand projet de 2023 qui est la mise en place d'un affichage environnemental. Là aussi, c'est issu de la loi, c'est issu de la loi anti-gaspillage, c'est issu de la loi climat résilience. Et on a cet objectif
de construire d'ici la fin de l'année cet affichage environnemental qui prendra en compte à la fois l'impact du produit et puis l'impact de l'emballage. Et donc pour ça, cette collecte de données, elle est absolument indispensable et elle va vraiment directement informer la méthodologie qui sera retenue pour calculer cet affichage environnemental. Donc c'est vraiment c'est un projet de science participative citoyenne qui va directement impacter les politiques publiques. Et je trouve que ces trois mots, science participative citoyenne, ça fait vraiment écho à ce qu'on essaye de faire avec cet affichage environnemental. Science, parce que c'est vraiment un affichage qui va être basé sur la science. On s'est d'ailleurs doté d'un conseil scientifique qui est présidé par l'INRAE, qui est le premier institut mondial en matière d'enjeux agricoles, alimentation et environnementaux. Participatif, parce que l'enjeu c'est vraiment de le faire en co-construction avec les acteurs, tous les acteurs qui sont impliqués, tous les acteurs qui sont impliqués dans les expérimentations et qui déploient aujourd'hui des prototypes d'affichage environnemental. Et puis citoyen, parce que cet affichage environnemental, il a quand même une histoire particulière. C'était la première mesure demandée par la Convention citoyenne pour le climat. Quand ils ont remis leur rapport avec 149 mesures, c'était la première. Et dans la loi climat résilience, d'ailleurs, c'était longtemps l'article 1er, c'est devenu l'article 2, mais c'est vraiment quelque chose qui a été souhaité par les citoyens, pour les citoyens. Il faut que ce soit utile aux citoyens pour faire les bons choix. Et donc, c'est tout à fait logique que des citoyens contribuent du coup, à son élaboration. Et donc, on est vraiment ravis de cette collaboration. Et on souhaite vraiment remercier Open Food Facts et l'ADEME qui s'implique depuis de longues années sur cette question de l'affichage environnemental. Et c'est pas simple. En plus, des enjeux sur les emballages sur laquelle l'ADEME est investie de très longue date. Donc merci à vous. Et moi aussi, j'ai un bon vent à cette opération plein pot sur les emballages. Vincent Collomb, donc coordinateur de l'affichage environnemental à l'ADEME, avec qui on a pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble ces dernières semaines. Donc merci d'être là. Merci, plaisir partagé. Effectivement, donc moi je suis rattaché à l'équipe à l'ADEME alimentation et puis production consommation durable. Et donc coordinateur de l'affichage environnemental, et pour faire l'affichage, on a besoin d'informations, on a besoin d'être capable de décrire les produits à la fois ce qu'il y a dans l'emballage et l'emballage. Et donc c'est à ce titre-là qu'on a monté cette collaboration avec Open Food Facts pour être capable de mieux connaître les produits alimentaires et pouvoir avancer sur ce sujet et au-delà. Donc on va rentrer un peu dans les quelques éléments techniques de cadrage avant de laisser la parole pour une description pratique de comment se passe cette opération. Et ça nous semblait intéressant de vous partager ces quelques éléments. Donc c'est vrai que, alors pourquoi nous l'ADEME on a soutenu ce projet, c'est les emballages alimentaires, ça nous rend énormément de services. Ça permet de limiter les pertes, ça a plein d'intérêts, il n'y a pas de discussion sur ça, mais c'est aussi aujourd'hui des volumes considérables qu'il faut traiter, qu'il faut gérer, avec des impacts environnementaux qui sont également considérables. On parle de 71 milliards d'unités de vente par an d'emballages qui sont mis sur le marché. Donc, parmi ces 71 milliards, il y en a 70% qui sont des emballages issus des emballages ménagers et qui sont des emballages alimentaires. Donc c'est vraiment la majorité de nos poubelles en termes d'emballage, c'est les emballages alimentaires. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à cette catégorie en premier. On a des tonnages qui sont très importants, une bonne partie qui est liée au verre. Et il y a des progrès qui ont été faits, qui sont annoncés en termes de collecte et de recyclage, mais qui restent à poursuivre. On n'a pas encore atteint les objectifs européens. Tous ces emballages génèrent des impacts environnementaux divers. Donc il y a déjà les impacts liés à la fabrication de l'emballage, des quantités de matériaux qui sont considérables. Donc on a des matériaux, des minerais pour les aciers, pour les métaux, on a du sable pour le verre, du bois pour le carton, du pétrole, de l'énergie, de l'eau. Donc c'est au final beaucoup de consommation et d'un
impacts environnementaux sur tous ces éléments. On a aussi un enjeu de fin de vie et donc c'est vrai que la majorité des emballages sont collectés et sont traités, mais il y en a quand même une partie qui se retrouve dans les milieux naturels, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a une contamination généralisée de tous les écosystèmes, que ce soit même en haut des montagnes, au fond des océans, on retrouve des résidus d'emballage, et c'est vrai que c'est une préoccupation quand même majeure à l'échelle collective, avec des pollutions qui soient aussi visuelles et des impacts sur la biodiversité. Je pense qu'on a toutes les images en tête. Et puis remettre en perspective les emballages. Donc c'est vrai que sur le produit alimentaire, l'impact principal, ça reste inscrit à l'intérieur de l'emballage. Quand on fait des bilans environnementaux un peu globaux, on dit que l'emballage, en général, c'est environ 10% de l'impact du produit alimentaire. Donc c'est loin d'être négligeable. C'est pas la majorité. Et puis bien sûr, ça va dépendre beaucoup des catégories. Quand on est sur des emballages unitaires, sur des gros formats, donc il y a une grosse variabilité derrière ce chiffre. Mais voilà, ça donne un peu une idée, une mise en perspective. On a des politiques publiques donc, qui ont été rappelées par le ministère qui sont engagées et qui évoluent rapidement avec un objectif de réduction, de soutenir l'éco-conception, la tri et la valorisation et de vraiment d'ancrer toute cette thématique dans l'économie circulaire. Puis bien sûr, ce qui est intéressant avec cette opération, c'est que l'emballage, c'est quand même la première chose qui se voit sur le produit pour les consommateurs. Il y a une sensibilité sur ce sujet et c'est un levier de choix. On sait que les consommateurs peuvent choisir un produit plutôt qu'un autre au regard de son emballage. Et donc ça, c'est vraiment intéressant de travailler de manière participative dans ce cas. Donc si vous voulez, il y a plein de chiffres qui sont disponibles. Là, ce n'était pas l'enjeu de vous les présenter, mais Citeo notamment fournit ça. Donc je vous invite pour ceux qui veulent creuser à aller retrouver les données. Merci Pierre. Un petit point juste pour un petit zoom sur les aspects réglementaires. Donc on retrouve une logique des R. Le classique c'est les 3, mais il y en a qui en mettent 4, 5, 6, enfin bref. En tout cas, l'idée c'est de réduire au maximum. Donc éventuellement, le premier geste c'est de refuser si l'emballage n'est pas nécessaire. Après on a réduire, réutiliser, réparer, recycler. Donc c'est vraiment avec une hiérarchie pour réduire les impacts. On a la loi AGEC qui a été très structurante avec différents articles qui font directement écho à ce projet. Donc bien sûr, il y a celui sur la fin des plastiques à usage unique, donc d'ici 2040. Il y a l'article 9 sur le réemploi avec un objectif de 5% de réemploi en 2023 et 10% en 2027. Donc ça va nous permettre de suivre aussi est-ce qu'on avance dans cette direction grâce à l'opération Open Food Fact. Il y a un sujet qui est intéressant autour du droit de vigilance, de dire les consommateurs doivent être capables d'alerter la puissance publique et les entreprises, de dire voilà, si dans une catégorie de produits on a quelque chose qui est clairement suremballé, qui est vraiment avec quelque chose qui semble disproportionné, il faut pouvoir faire remonter cette information et ça je pense que notre dispositif est très efficace pour cela. Donc il y a aussi Citeo qui travaille, donc je pense qu'il y a peut-être des collaborations à réfléchir autour de ça. Et puis, vous avez dû en entendre parler, il y a eu aussi tout le débat autour de l'interdiction des emballages plastiques sur les fruits et légumes, donc qui a été annulé par le Conseil d'État, donc je crois qu'il y a des travaux pour rebondir là-dessus. Donc nous, pour être clair, l'opération ne s'adressera pas directement à ça, parce que ce n'est pas des produits où il y a directement un code barre sur ces produits-là, sur les concombres emballés, généralement il n'y a pas de code barre, donc ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir capter directement, mais en tout cas ça fait partie du contexte global et sur les choses sur lesquelles on pense qu'il y a des enjeux. Deux derniers mots, il y a aussi des contrats d'objectifs entre l'État et les filières, avec un objectif de réduction de 15% des volumes totaux des déchets ménagers. Donc, on a dit que c'était les emballages alimentaires, c'est 70%, donc forcément, il faut que ça baisse si on veut atteindre cet objectif. Et puis, voilà, viser les 75% de recyclage pour les emballages en 2023. Donc, on n'y est pas encore tout à fait. Voilà, donc là, il y a vraiment un intérêt très fort d'avoir des données publiques pour objectiver l'état du marché, voir comment les choses évoluent, à quel rythme. S'appuyer, il y a beaucoup d'entreprises et de citoyens engagés sur ces sujets-là, et donc c'est aussi une plateforme pour mettre en lien toutes ces personnes. Bien sûr, il y a un vrai sujet sur l'éco-conception, donc comment réduire les emballages totaux, mais aussi juste les poids au sein des emballages, donc alléger, privilégier des matériaux avec un moindre impact. Et puis montrer aussi que dans une même catégorie de produits, il y en a qui ont réussi à mettre en œuvre des marges de progrès, il y en a d'autres qui ont probablement moins travaillé le sujet, et donc ça, on va pouvoir capter cette variabilité.
Et puis encourager aussi la coopération entre acteurs. Et on sait qu'il y a des questions un peu de standards, si on veut pouvoir réutiliser plus facilement. Il faut probablement qu'il y ait des entreprises qui standardisent plus les emballages, et avec une logique de marketing, de différenciation qui s'oppose des fois un peu à la mutualisation. Et donc voilà, autour des bouteilles, tout ça, il y a des sujets de standardisation qui peuvent être aussi encouragés par des opérations comme la nôtre. Et puis il y a aussi tout un intérêt, on l'a vu, il y a beaucoup de chercheurs qui s'appuient sur Open Food Facts. Je trouve que c'est un point à relayer parce que c'est une belle base de données qui a un périmètre, une profondeur qui est intéressante, et donc ça alimente des publications et des connaissances plus fondamentales. Tout ça, bien sûr, la vision au final, c'est pas de la donnée pour la donnée, mais c'est bien de la donnée pour l'action et pour réduire les impacts au maximum. Voilà, donc on est très content de pouvoir travailler dans cette logique participative. C'est vrai que c'est pas notre ADN traditionnel à l'ADEME, hein, on va pas se mentir, mais c'est des opérations qu'on a tendance à développer récemment. Donc on a sur les ENR, on encourage des projets participatifs, à la fois sur le montage, les financements. On a une opération autour des sols pour encourager les gens sur la connaissance des sols, avec une opération qui est de sensibilisation qui s'appelle Plante son slip. On invite les gens à mettre dans leur jardin pour voir l'activité des sols. Ça marche très bien, c'est un vrai levier. On peut aussi penser aux opérations de suivi sur les populations d'oiseaux, la LPO. Donc là, c'est pas l'ADEME, mais il y a de la vraie science participative qui peut être construite en s'appuyant sur ces réseaux de volontaires et de maillage qu'on est incapable de produire autrement. Donc il y a vraiment une puissance des réseaux et du numérique qui permet ce type d'opération qu'on ne pouvait pas faire il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Et je pense qu'il faut qu'on s'en saisisse collectivement. C'est aussi une manière de rendre les citoyens acteurs du changement. Et je pense qu'il y a un vrai, sur ce type d'opération, se motiver tout seul dans son salon pour scanner ses emballages, c'est peut-être pas évident. Par contre, si au boulot, il y a une petite opération collective, on dit allez, un midi, on ramène tous un peu ce qu'on a dans les placards, et on ramène quelques balances et on le fait ensemble. Je pense que ça peut être aussi un truc qui peut être travaillé de manière un peu conviviale et ludique, et pour parler de ces sujets de manière agréable et engageante. Et puis en plus, il y a plein de réseaux qui sont déjà existants et on espère qu'ils relieront fortement avec les ONG, les collectifs citoyens. Donc à la table ronde, il y aura notamment Zero Waste qui sera avec nous et qui pourra nous parler de ça. Voilà, on l'a déjà pas mal mentionné, c'est vrai que c'est une étape pour préparer le déploiement de l'affichage environnemental. Donc je le rappelle, pour qu'il n'y ait pas de confusion, l'affichage, il regardera le couple produit-emballage, pas uniquement l'emballage, mais donc il y a quand même besoin d'informations sur cette dimension-là. Pour que l'affichage puisse se déployer à large échelle et avec des coûts maîtrisés, il faut qu'il y ait de l'info qui soit disponible aussi facilement et accessible. Et donc les bases de données de type Open Food Facts permettent cela. L'idée, c'est bien sûr de faire évoluer à la fois l'offre et la demande, et puis à aider un déploiement efficace et rapide, un peu à l'image de ce qui avait été fait pour le Nutri-Score. Voilà, donc juste pour conclure, je pense qu'on est lucide sur les avantages et les limites de ce type d'opération. Il ne faut pas leur faire dire plus qu'elles ne sont capables. En tout cas, on a quand même une capacité de mobiliser et de collecter de la donnée à une échelle sans équivalent. L'objectif qu'on se donne, c'est les 10 000 produits parmi les plus consommés en France, et j'ai pas de doute qu'on va y arriver, probablement qu'on dépassera ces objectifs au regard des échanges qu'on a eu avec Open Food Facts. On a des données qui seront innovantes, transparentes, utiles sans aucun doute. Une opération qui est conviviale, ludique, et puis on fera des contrôles de qualité, on sera transparent aussi nous sur un peu les limites de ces données. Bien sûr, ça dépendra aussi à quelle mesure les entreprises jouent le jeu. Toutes les données qui nous seront remontées par les entreprises, ça sera des données qui seront fiables, qu'on utilisera en priorité. Donc plus les entreprises joueront ou participeront, et meilleure sera la qualité des données. On va avoir des produits qui sont plus complexes que d'autres, c'est sûr. Si on est juste sur un yaourt avec une seule matière, un opercule, ça c'est assez simple à décrire. Quand on est des choses avec plein de petites couches intermédiaires, 4 ou 5 matériaux, machin, donc là on aura probablement plus d'incertitudes sur ce type de catégorie. Mais c'est pas grave, j'ai envie de dire. On fera au mieux. Il y a vraiment un enjeu de déclencher cette dynamique participative, donc que l'information circule, que les gens aient envie de participer. Et puis il y a des enjeux un peu pratico-pratiques de faut y avoir des balances qui soient suffisamment précises. Pour éviter des biais, il faut que les gens puissent nettoyer suffisamment, parce que si on pèse autant de yaourt que d'emballage de yaourt, forcément ça va un peu générer des erreurs. Mais bon, j'ai envie de dire,
on est engagé pour faire au mieux. Il y a un accompagnement, un guidage des consommateurs, des entreprises aussi qui seront prêtes à participer au maximum pour fiabiliser la donnée. Et puis j'ai envie de dire, toujours mieux, je préfère avoir une photo avec quelques zones de flou que l'obscurité totale. Et donc je pense qu'on avance dans ce sens-là et je suis très, très optimiste sur les résultats de cette démarche. Voilà, donc je vous invite à bien comprendre aujourd'hui l'opération, s'engager, contribuer, scanner, relayer. Merci à tous. Merci beaucoup, Pierre va enfin nous parler de l'opération, nous parler un petit peu d'Open Food Facts et nous présenter cette opération qu'on attend avec impatience. Juste le temps que tu mettes le diapo, il y a un petit détail que j'ai oublié de vous mentionner. Si jamais vous avez besoin d'aller aux toilettes, ce sera sur la droite et tout à gauche, dans le coin opposé. Voilà, donc je profite de l'instance technique. La pause technique pour les pauses techniques. Voilà. Je te remercie. Ravi de vous avoir tous ce matin. Open Food Facts, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un mouvement pour la transparence, pour l'ouverture des données par une communauté d'acteurs engagés, avec plusieurs objectifs. Déjà, rassembler et publier dans ce qu'on appelle un bien public numérique toutes les données sur les produits alimentaires du monde entier. Et après, une fois qu'on a collecté ces données, créer des outils pour permettre à chacun, aux consommateurs, aux producteurs, au pouvoir public, aux chercheurs, de trouver, déployer des solutions, tant sur le plan de la santé que sur le plan environnemental. On répond à plusieurs objectifs du développement durable, donc la bonne santé et le bien-être. Un truc que j'ai découvert, c'est la consommation et la production responsable. C'est quelque chose que les Nations Unies ont mis en avant. Et puis, évidemment, le changement climatique. Donc, très concrètement, notre mission, c'est de donner vraiment à tous ces acteurs les moyens de modifier l'impact de l'alimentation sur le système, sur la santé, sur la planète. Donc, de transformer, d'aller au-delà du simple scan et de transformer le système alimentaire en profondeur. Donc très concrètement, Open Food Facts, c'est en fait un Wikipédia des produits alimentaires. On a collecté, il faut s'imaginer qu'en 2012 on avait 0 produit, on a collecté plus de 2,7 millions de produits en 10 ans, dans plus de 160 pays, en open data, donc réutilisable par tous, avec, comme ça a été mentionné, de la collecte citoyenne, des producteurs, avec une plateforme producteur qui est soutenue par Santé publique France, qui a été initiée sur le Nutri-Score par Santé publique France. Et enfin, plus récemment, et je vois Raphaël au fond, l'intelligence artificielle qui vient compléter, augmenter, accélérer cet impact et ce changement. Donc voilà, on veut faire de la transparence la norme. Donc très concrètement, ça prend la forme d'une app. Donc l'app a 10 ans, ça a été la première app de scan pionnière pour scanner et découvrir à l'époque ce qu'on appelait le score 5 couleurs. Et maintenant, on a étendu ça à l'environnement et plus d'informations sur la santé. Donc une app respectueuse de la vie privée et qui permet de s'informer sur les problématiques clés autour de l'alimentation. Et puis, des informations claires, des informations synthétiques ou alors plus détaillées pour ceux qui veulent aller en profondeur avec de la traçabilité. Donc Open Food Facts, comme je le disais, c'est 2,7 millions de produits. 182 pays où on a récupéré les produits. On a plus de 2 millions de citoyens qui s'informent tous les mois sur les différents supports d'Open Food Facts en direct, et encore plus avec les applis partenaires. Donc on en a près de 200. On est très très fiers également de toute la recherche scientifique qui a été essaimée grâce à Open Food Facts. 57, c'est encore un chiffre, ça a encore augmenté. Donc on a des papiers sur la santé classiquement, mais maintenant on commence à avoir des papiers sur l'environnement. Et on est aussi super fiers de notre impact sur le Nutri-Score. On avait commencé à calculer quand c'était le score 5 couleurs, qui maintenant est dans les rayons. Et ce qui est très intéressant sur le parallèle avec
les emballages, c'est que nous, on est capable de voir maintenant que les producteurs jouent le jeu, ils répondent à la pression du consommateur, et du coup, on voit une montée sur les dernières années des Nutri-Score A sur les introductions sur le marché. Donc, quand il y a de la demande, l'offre suit, et ça, c'est une super bonne nouvelle. Voilà, sur l'affichage environnemental, je vais passer rapidement parce que Vincent l'a fait mieux que moi. On a été très actifs sur cette question, on est allé plaider à la COP26 à Glasgow sur le sujet, et on est bien évidemment inscrit dans l'expérimentation gouvernementale menée par l'ADEME et le gouvernement, et on sera super content de pouvoir afficher la formule finale de l'affichage environnemental dès qu'elle sera finalisée. Donc voilà, ça a été mentionné, c'est une ressource pédagogique pour plein de choses, une ressource précieuse pour plein de choses, pour vraiment débloquer la recherche, les comportements des consommateurs. Donc voilà, le but c'est de recréer l'information qui parfois peut être masquée par les consignes de tri, donc aller dans une information plus granulaire qui permette de faire plus de choses, donc par exemple sur les résines, plastiques, etc., d'aller au-delà de juste peau à jeter, mais du coup de vraiment pouvoir la donner actionnable. Voilà, donc collecter un maximum de données sur les emballages, et puis permettre de répondre à la question, comme par exemple, qu'est-ce que c'est que le poids moyen d'un pot de yaourt, si vous le savez, comment les concurrents emballent-ils leurs produits, ça c'est un truc que les producteurs font beaucoup, c'est se benchmarker à la concurrence, et puis les consommateurs, qu'est-ce qu'ils les consommateurs sont toujours très curieux, et nous aussi, donc du coup c'est des questions assez légitimes. Et la force de Brain Food Facts, c'est sa communauté. Donc on a déjà 200 000 produits, rien que sur la France, qui ont quelques informations d'emballage, très parcellaires, et on a fait une phase de bêta avec un nombre très limité de testeurs pour le moment, et on a déjà 174 produits qui sont pesés entièrement, avec matériaux précis, poids précis, etc., et 51 yaourts notamment. Donc là, on a lancé hier la nouvelle version de l'application, donc ce chiffre va grimper à toute vitesse, et on espère que du coup, dans quelques semaines, à quelques mois, on va commencer à avoir des données vraiment très, très intéressantes. Donc voilà, il est possible de contribuer via le site Open Food Fact, directement en allant à la section emballage, donc vous voyez ici, avec un certain nombre de données que je vais décrire à l'instant. Et puis sur la nouvelle version de l'appli qui est donc disponible pour iPhone et Android, où vous pouvez le saisir très simplement, il vous suffit juste d'avoir en plus une petite balance comme celle-ci. D'ailleurs, il y en aura à gagner tout à l'heure. Voilà, donc très concrètement, on scanne le code barre, voilà, et puis on clique sur modifier le produit, et on peut directement commencer à contribuer à l'opération emballage. Donc voilà, le bouton modifier. Je vais passer assez vite, hein. De toute façon on fera des démonstrations vraiment en conditions réelles. Vous pouvez saisir donc la matière, la forme, le poids, et vous pouvez mentionner à la fin que l'emballage, une fois que vous avez fait ça consciencieusement, que l'emballage est complet, et on passe de 174 à 75, 176 et plus encore pour pouvoir permettre aux chercheurs et au pouvoir public d'avancer sur cette question. Donc on collecte un certain nombre de nouvelles données, ça a été vraiment un travail de refonte de notre gestion des emballages, qui était vraiment très basique jusqu'à présent. Donc on collecte la forme et le nombre d'unités. Donc typiquement, si c'est dans le cas des yaourts, il y a eu un article dans Le Monde il y a quelques semaines, voilà, si c'est un pack de 4, on va mentionner qu'il y a 4 pots de yaourt individuels. Ça peut avoir des questions aussi sur en tout cas ça peut créer des données qui vont intéresser les chercheurs. On va essayer d'avoir la matière. Alors il y a la possibilité, si on vraiment ne sait pas, d'entrer plastique, mais on va inciter les consommateurs, on va les aider à aller carrément retourner leur pot de yaourt et chercher la petite matière, le petit triangle imprimé en relief auquel on ne fait pas forcément attention. Donc là on va dire aux consommateurs, et on peut savoir vraiment la vraie matière en allant en dessous du yaourt. Les consignes de tri, donc qui sont ce qu'elles sont. En tout cas, il y a au moins la forme dans leur ancienne version, donc ça donne une information quand même intéressante sur les consignes de tri. Donc on va voir en tout cas comment c'est en France, mais aussi comme nous on est une base mondiale, donc aussi comment c'est dans les autres pays. Et est-ce que par exemple en France, il y a des différences par rapport aux autres pays sur ces consignes de tri, le poids. Donc du coup, avec ces mini-balances, Vincent l'a bien mentionné, il faut faire attention à ce que ça soit bien lavé. Donc typiquement le pot Nutella,
il faut absolument le laver pour avoir le bon poids et le sécher. Donc on a des emballages aujourd'hui qui sont déjà lavés et séchés, mais c'est important pour avoir des données précises. Et voilà. Et donc du coup, une fois qu'on a collecté ces données, on peut effectivement le faire de manière solitaire dans sa cuisine le soir, mais aussi de manière assez ludique. Donc par exemple, on a Alex, que je vois au fond de la salle, qui a organisé avec des amis, des enfants de ses amis, une scan party. Donc c'est très amusant. Voilà, on récupère les emballages d'une semaine, d'une journée, et puis du coup, on les saisit. Alors là, on n'avait pas encore lancé la version d'appli mobile, mais on les saisit à l'ordinateur, et on fait des petits récaps. Et voilà, et on a contribué à la science participative citoyenne. Donc là, ils l'ont fait à quelques-uns, mais on peut carrément le faire entre collègues, au bureau, ou alors directement entre citoyens. Pour les producteurs, j'ai un petit problème. Un petit instant, c'est impossible de charger certaines parties de cette diapositive. Alors sur les producteurs, globalement, c'était juste pour vous dire qu'on a déjà des centaines de marques qui, Nestlé, Unilever, des grandes marques, mais aussi des distributeurs, je vois Carrefour dans la salle par exemple, qui nous envoient directement des données sur la nutrition, etc. On a cette plateforme producteur qui permet d'importer via Excel, via Agena 3000 et Quadis, donc des solutions très simples, les données. Et une fois que ces données sont importées, on peut aller carrément vers l'éco-conception. Donc par exemple sur le Nutri-Score, on va recommander aux producteurs, si vous réduisez de 0,5 le sel, vous pouvez passer du Nutri-Score C à Nutri-Score B. Sur l'éco-conception, on peut effectivement imaginer des choses comme par exemple permettre aux producteurs, à un producteur de yaourt, voir des yaourts qui sont emballés sans plastique. On en a quelques-uns aujourd'hui. Ou même lui montrer, on a trouvé des yaourts qui sont 10 à 15% plus légers que les vôtres. Est-ce que vous voulez les voir pour pouvoir avoir des idées et vous en inspirer? On a aussi lancé récemment une nouvelle fonctionnalité d'intelligence artificielle, spécifiquement sur les emballages, donc c'est encore expérimental, mais ça nous permet d'aller repérer des consignes de tri, des résines, directement sur les emballages. Donc c'est un peu un système, si vous avez fait de la reconnaissance faciale, là c'est des produits qui se font passer à la reconnaissance faciale, donc on peut retrouver les consignes de tri pour aider les citoyens à aller encore plus vite sur cette démarche de collecte. Donc collecter des consignes de tri, des résines, etc. Les premiers résultats, ils sont super encourageants. Alors j'ai pris un exemple du voyage dans le temps. On s'est amusé ces dernières semaines à collecter un maximum d'emballages. On a une grande tradition à Open Food Facts, c'est l'archéologie alimentaire. Donc ça, c'est une bouteille d'évian que j'ai achetée hier au Carrefour Market, 1,5 litres, et que je me suis amusé à peser. Et il se trouve que Stéphane a dans son grenier avait une bouteille d'évian de 1971. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on peut comparer? Est-ce que effectivement l'industrie en 30 ans, en 40 ans, a réduit la quantité de plastique sur ses emballages? Et du coup, voici les résultats. Donc, on a pesé la bouteille d'évian, qui à l'époque était en PVC, à 46,27 grammes. Donc c'est cette bouteille d'évian qu'on a pesée. Et on a trouvé sur un site de campeurs sur Internet le poids de la bouteille d'évian en 2008, parce que les campeurs, c'est important qu'ils aient le poids de leurs emballages dans leur sac à dos. Donc en 2008, elle était à 38 grammes, elle était déjà passée en PET. Et du coup, en 2022, elle est à 27,16. Donc c'est un tout petit exemple de ce qui devient possible quand on commence à collecter de la donnée aussi précise sur Open Food Facts. Là, on vient de regarder le passé, et du coup, imaginez ce qu'on va pouvoir faire dans 5 ans, dans 10 ans, pour voir la progression, les jalons qu'on va pouvoir poser en termes de réduction des emballages. On peut aussi, on voyage dans le temps, mais on peut aussi voyager en espace. Gala, que je vois au fond, était en Espagne, alors pour loisir personnel, mais quand on est à Open Food Facts, les emballages ne sont jamais très loin, donc voilà, on peut comparer la France à l'Espagne. Est-ce que les yaourts espagnols sont mieux, moins bien emballés que les yaourts français? Donc les prochaines étapes, donc voilà, on a fait une démarche avec les producteurs donc depuis octobre. On a lancé les interfaces de collecte très récemment, donc en mode bêta.
Et donc, on a démarré une opération voilà, de collecte à toute petite échelle, et aujourd'hui, c'est vraiment le top départ de la collecte à grande échelle, donc auprès du très grand public. Et les perspectives, c'est du coup cette collecte qui va commencer. On va améliorer notre plateforme producteur pour aller justement vers cette collecte de données depuis structurée sur les emballages. On a également une perspective sur l'intelligence artificielle, donc vraiment utiliser les premiers résultats qu'on a vus pour pouvoir encore accélérer ce mouvement de transparence sur les emballages. Amplification aussi par nos applis partenaires. On a plus de 150 à 200 applis qui utilisent OpenFact, donc les encourager eux aussi à collecter des informations sur les emballages. Et enfin, la dissémination scientifique qui est important pour nous, parce que du coup ça permet vraiment de faire progresser la science, de faire progresser la société. Et du coup, on va passer à la partie table ronde, où des acteurs de la société vont précisément pouvoir débattre de cette question sur les emballages. Et je passe le relais à Charles. Pierre, si tu me permets, on est en avance. C'est extraordinaire. Mais du coup, on peut peut-être déjà lancer une petite série de 2 ou 3 questions sur cette opération, s'il y en a. Si vous pouvez vous présenter en même temps que Bonjour, Gilles Paco, Conseil national de l'emballage. J'ai 2 questions en fait. Est-ce qu'on aura la possibilité de récupérer les présentations que à la fois OpenFact a fait et l'ADEME a fait aussi? C'est possible ça? Ah oui, bien sûr. Je pense que c'est parfaitement OK, et pour nous et pour l'ADEME. D'ailleurs, on fait une captation vidéo aussi, si vous préférez. Ceux qui préparent la présentation l'auront et on aura son captation. Merci d'abord. Et une autre question pour Vincent. Vincent, dans le cadre de l'expérimentation de la loi GEC, que vous avez démarré, il y a eu un rapport fourni au pouvoir public début de l'année 2022 qui parlait du chemin qu'il y avait à faire, notamment, mais qui n'était pas très précis en termes de délai de sortie des conclusions finales. Est-ce que les choses se sont précisées sur ce point du délai de la fin de l'expérimentation? Je parle sous contrôle du ministère, mais le calendrier aujourd'hui qu'on partage avec les uns les autres, c'est l'objectif de stabiliser un dispositif fin 2023. Donc là, on a les derniers travaux techniques qui sont en cours, on a des rendez-vous qui sont prévus au printemps avec l'ensemble des parties prenantes. Et donc, voilà ce qu'on peut dire à ce stade. Bonjour, moi je suis Jérémy Gauvin, je suis responsable d'éco-conception chez Citeo. Merci beaucoup, c'est très intéressant. J'ai plein de questions, mais je vais juste essayer d'en poser une pour l'instant. On a un niveau d'information qui est collecté. Je sais qu'aujourd'hui sur OpenFact, il y a quelques éco-scores calculés qui sont beaucoup basés, j'ai l'impression, sur la consigne de tri et la recyclabilité. Est-ce que du coup le projet, c'est que demain, il y a un nouvel éco-score qui soit calculé sur la base des nouvelles données que vous allez récupérer, et du coup, comment vous allez calculer en fait cet éco-score? Alors, pour l'instant, l'éco-score affiché sur OpenFact est une initiative privée, au sens où ces acteurs associatifs comme nous, etc., on est basé avant tout sur les données de l'ADEME. Vincent a rappelé qu'effectivement les emballages, ça reste une part quand même relativement mineure. Un bœuf très bien emballé, ça reste quand même du bœuf au final. Mais du coup, on collecte ces données pour aussi permettre à l'ADEME d'ouvrir l'éventail des possibles. Donc c'est pas nous qui allons faire la formule finale, on n'est pas, voilà, donc c'est le rôle de l'ADEME, du gouvernement, du conseil scientifique, etc. Nous, on est là pour collecter la donnée et ne pas fermer une porte ou une option par manque de données. Voilà, donc typiquement, aller au-delà des consignes de tri et donner la possibilité de voir ce qui est possible au-delà des consignes de tri. Après, voilà, c'est en tout cas, nous, on collecte la donnée, puis après, c'est des arbitrages qui nous dépassent. Ça marche. J'ai juste une dernière question avant le micro. On a beaucoup d'initiatives qui sont similaires, typiquement ce que vous évoquiez sur la partie
calcul du poids et possibilité de se benchmarker pour inciter justement à aller vers des emballages plus réduits et des meilleures pratiques, c'est un projet qu'on est en train de mener, enfin, que je suis même en train de mener. Et du coup, je serais vraiment intéressée pour discuter avec vous de tous ces projets-là, parce qu'en fait, on a plein d'initiatives qui vont toutes dans le même sens, je pense. On va démultiplier les référentiels et ce serait pas mal d'échanger. Oui, nous, on serait très heureux de collaborer. Nous, un grand principe Open Food Facts, c'est qu'on fait les choses, les méthodologies sont transparentes, les données sont transparentes, et on serait très heureux d'avoir encore plus de données ouvertes, effectivement, sur ces questions d'emballage. Je sais qu'il y a beaucoup de données qui est effectivement collectées auprès des industriels pour des questions de redevance, etc. On serait vachement heureux d'avoir, en tout cas, une partie de cette donnée qui peut permettre à des scientifiques, à des citoyens, etc., de faire des choses superbes, comme c'était le cas sur la nutrition. Oui, bonjour, Philippe Collet pour Acte Environnement. Vous l'avez évoqué, ces données, elles existent en fait. Normalement, Citeo les a pour faire payer les éco-contributions. L'autre chose, c'est que je sais que les pouvoirs publics commencent à s'y intéresser, notamment pour les calculs du gisement. Il y a des filières REP, on a revu les volumes de gisement justement sur la base de données qui était disponible auprès des éco-organismes. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire autour de ça? Ce que je veux dire par là, c'est que la réglementation pourrait demander à ce que ces données soient publiques ou semi-publiques, en les anonymisant un peu, des choses comme ça. Alors, parce que là, vous construisez une base de données qui existe quelque part. Alors, on a fait la même chose, on a été obligé de faire la même chose historiquement sur la nutrition. Hein. Cela dit, le Nutri-Score, on l'a rendu possible aussi parce qu'on a fait la démonstration par l'absurde que la donnée devait être ouverte. Je ne suis pas un grand expert de tous ces... Par contre, effectivement, nous, c'est des données qui sont collectées pour le compte de la collectivité. C'est une, entre guillemets, un peu, je ne suis pas un expert juridique non plus, hein, mais un peu une délégation de service public. Et il y a une loi, la loi Liberté numérique, République numérique, et puis la CADA, sur les documents administratifs. C'est des documents qui, du coup, sont en open data par défaut. Donc après, voilà, je suis ni un expert juridique, ni un expert des filières de recyclage. Peut-être que Vincent, d'ailleurs, peut... Je veux bien compléter la réponse. Les données, aujourd'hui, elles sont remontées, mais pas à ce niveau de détail. On n'est pas à l'échelle du produit. Elles sont remontées à l'échelle de l'entreprise. Donc c'est pas du tout le même type d'information. Donc, de ce côté-là, c'est pas juste à dire faut obliger la donnée. La donnée, elle est disponible, mais de manière dispersée au sein de chaque entreprise. Et encore, Carrefour nous fera un témoignage pour dire que même pour des grosses entreprises, c'est pas si évident. Ils n'ont pas forcément tout ce détail non plus consolidé. Donc, notre regard, c'est que c'est vraiment complémentaire. Et après, bien sûr, sur le fond, plus il y aura de données publiques, mieux ça sera. Et enfin, l'enjeu environnemental, de toute façon, a besoin de transparence. Et donc, on est favorable à l'ouverture d'un maximum de données. Mais on n'est pas en train de refaire quelque chose qui existe déjà. En tout cas, c'était ça le cœur de ma réponse. Bonjour à tous, donc Louis Gilbert du pôle éco-conception. J'avais une petite question qui ne concerne pas forcément les données, mais plutôt les emballages secondaires et tertiaires. Donc c'est aussi un gros sujet de l'emballage. Et plus on éco-conçoit certains types d'emballages, plus on va avoir des emballages qui sont potentiellement fragiles, avec moins de matière, etc. Est-ce que c'est une volonté aujourd'hui d'Open Food Fact de récolter de la donnée sur l'impact en fait, de l'emballage secondaire et tertiaire? Voilà. Est-ce qu'il y a une question là-dessus? Alors, peut-être que Vincent sera plus informé que moi. Nous, Open Food Fact, en tout cas, on collecte la donnée avec une intention, c'est d'avoir plus de transparence sur la thématique en général. Après, on est toujours très surpris de voir ce que les gens font de la donnée, des usages qu'on n'avait pas imaginés, etc. Donc, sur cette question précise, je ne suis pas capable de répondre. Je ne sais pas si quelqu'un... Voilà. Mais en tout cas, si c'est possible, si on peut le rendre possible, nous, on est toujours très ouverts aussi pour faire évoluer les structures de données. S'il y a des informations qui manquent dans ce qu'on collecte, on est toujours très heureux de voir si on peut la collecter en plus. Moi, j'utiliserais bien un joker appel à Anaïs. Est-ce que Sylvain, notre expert en emballage ADEME, aura sûrement des éclairages? C'est une très bonne question. Je crois que ça a été tout à l'heure, l'enjeu, c'est de collecter de la donnée. Donc, une fois que cette donnée est disponible, il faut voir comment on l'utilise. Donc, on a évoqué la question de la recyclabilité. Il va y avoir aussi la question, effectivement, de l'analyse de l'impact environnemental en prenant en compte l'ensemble du système d'emballage, pour éviter effectivement des transferts qui pourraient se faire entre les emballages primaires ménagers et les emballages de transport. Donc, le fait de collecter de la donnée va permettre de progresser sur cette connaissance et sur cette éco-conception. Et après, les données sur les emballages secondaires et tertiaires, on peut les collecter d'autres manières. Il
il y a aussi des rêves qui vont se développer dans ce domaine-là. La diversité est moindre, donc c'est de la donnée complémentaire qu'on pourra aller chercher pour répondre à cette question. Et on collecte tous les éléments de l'emballage. Hein. C'est-à-dire que du coup, les étuis, on va collecter les pots, les étuis, les opercules, etc. Et chacun des données précises. Donc s'il y a des transferts en classe, on devrait pouvoir les voir, si j'ai bien compris la question. C'est rarement dans les emballages d'usine, tous ces emballages intermédiaires. Ok. Donc j'étais à côté. Bonjour, Sophie Levalec, je travaille pour GSA en France, qui organise la standardisation du monde du commerce. Et un élément qui peut vous intéresser, c'est qu'on va publier à la fin de février une mise à jour de la fiche produit qui va inclure des données emballage. D'une part, les données qui concernent les metteurs en marché et qui permettent de faire les déclarations auprès de Citeo. Et d'autre part, les données relatives à la QCE, donc tout ce qui est article 13 ou AGEC. Donc ça, c'est des données qui, à partir de fin février, pourraient peut-être vous aider à compléter la base sous un format standard et mondial. Bah, c'est une très bonne nouvelle, effectivement. On avait un peu entendu parler de cette évolution à venir. C'est une super bonne nouvelle. Et effectivement, on est déjà intégré avec Agena 3000, qui est un PIM, et puis les Quadis qui sont connectés au réseau US5. Et on serait très heureux d'avoir effectivement plus de connexions avec plus d'acteurs pour avoir plus de données de la part des producteurs. On est à votre disposition. Merci beaucoup. Une dernière question? Bonjour, merci pour cette présentation. Christophe Journet, BFM Média. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez construit le réseau avec, vous parlez de 160 pays pour collecter des données, et vous avez donc des contacts directs, personnels, avec des gens qui, dans chaque pays, vous instruisent, peuvent remplir les différentes cases des questions que vous posez? Comment ça se passe? Oui, alors ça paraît fou. On a moins de produits en Corée du Nord qu'en France. On n'a toujours pas de produits en Corée du Nord, pour être honnête. Non, nos principaux pays, c'est la France, l'Espagne, l'Allemagne. Donc du coup, tous les pays qui ont suivi la France sur la démarche Nutri-Score. Et donc du coup, il y a vraiment une emphase au niveau français. Et aussi aux États-Unis, donc du coup, qui est aussi un très gros pays pour nous. Et puis après, sur les autres pays, c'est des contributeurs, effectivement, qui découvrent le projet, qui sont aussi sensibilisés sur les questions alimentaires que ça intéresse, et du coup, qui vont contribuer les 10 premiers produits, les 100 premiers produits. Il faut vraiment se rappeler qu'en OpenFact, ça paraît tellement naturel, c'est un peu comme le courant, mais quand on a commencé en 2012, il y avait 0 produit dans la base. Et donc, on a lancé le score 5 couleurs Nutri-Score avec 15 000 produits à l'époque. Là, on a des centaines de milliers de produits, donc ça paraît naturel. Mais voilà, ces pays-là sont un peu au stade de la France en 2014-2015, et on espère qu'ils vont monter. Il y en a qui sont en train de monter à la verticale, avec du coup des communautés locales qu'on essaye de favoriser, que Manon essaye de favoriser un peu partout, l'essaimage, et Manon Gala essaye de favoriser voilà, dans tous les pays d'Europe et au-delà. Un tout petit point de complément, le site en lui-même est traduit en plusieurs dizaines de langues. Donc, par exemple, si vous allez sur le site se.openfoodfacts.org, vous allez tomber sur la version suédoise du site, et également nos applications, nos outils de collecte sont également traduits donc, dans des dizaines de langues, pour des centaines même de pays. Donc on a énormément de contributeurs de par le monde. Il y a des pays dans lesquels on est un peu moins bien connu, mais effectivement, en Europe, maintenant, on commence à avoir une implantation très intéressante, et puis également en Amérique du Nord ou dans d'autres pays. Voilà.